Alors bonjour à tous, bonjour Sarah. Bonjour Damien. Sarah Bouas qui est invitée aujourd'hui pour nous parler, entre autres, de son livre qui s'appelle « Par le bout du nez », une histoire intime des odeurs, paru chez Calman Levy en 2024, c'est ça, ou 2023, 2024. Et évidemment, moi, quand j'ai découvert ce livre, alors peut-être parce qu'il y avait histoire intime des odeurs, j'ai évidemment pensé à l'importance de l'olfaction dans la sexualité, un thème qui est rarement abordé dans toutes les études de sexologie, et Dieu sait si j'en lis, on aborde rarement la question de l'olfaction et des odeurs. Évidemment, on en parle parfois lorsqu'il s'agit de biologie, lorsqu'on fait des rapprochements avec les animaux, etc. Mais c'est rarement abordé. Alors évidemment, moi j'en parle pour la sexualité, mais quand vous lirez, car vous lirez le livre de Sarah Bouas, vous verrez que ça n'est pas le propre de la sexualité de faire l'impasse sur les odeurs. C'est à chaque fois confiné dans des domaines très particuliers, mais on va en parler au cours de cette petite heure qu'on va passer ensemble. D'abord, Sarah, peux-tu nous expliquer ce que tu fais et comment tu en es arrivée là ? Alors, comment j'en suis arrivée là, c'est une très longue histoire, mais aujourd'hui, je suis journaliste et autrice, et je suis spécialiste du parfum et des odeurs. Donc, ça fait une 15aine d'années que j'écris exclusivement sur le sujet du parfum et des odeurs. Je collabore notamment à une revue qui s'appelle Nez, qui est née en 2016, et puis j'écris pour d'autres titres de presse. Et j'ai donc publié ce bouquin il y a un petit peu moins de 2 ans, qui est un essai autobiographique dans lequel j'avais envie de montrer la diversité des enjeux de l'odeur dans nos vies, puisque comme tu l'as rappelé, l'olfaction c'est un domaine qui est un peu à la marge de toutes les manières possibles, à la marge à la fois dans les représentations qu'on en a nous dans notre société, à la marge aussi dans notre propre perception du monde. Et pour moi, c'est un sens qui est essentiel. Donc j'avais envie de montrer un petit peu toutes les manières dont il vient s'insinuer dans nos vies. On va en reparler parce que c'est à la marge et pourtant omniprésent sans qu'on s'en rende compte parfois, et ça a un pouvoir vraiment, vraiment très important. Alors oui, quand tu disais journaliste pour la revue Nez, d'ailleurs, tu es rédactrice en chef adjointe ou Je l'ai été pendant les premières années de la revue. Maintenant, je suis juste journaliste. D'accord. Et est-ce qu'on écrit plus dans Nez sur les odeurs ou sur les parfums ? Parce que c'est pas la même chose. Écoute, je trouve que c'est assez bien réparti. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour moi la grande force de cette revue et ce qui fait que je m'y sens si bien. Parce que le domaine des parfums est un domaine passionnant. Il y a énormément de disciplines qui se croisent dans cette industrie. On peut parler aussi bien d'esthétique qu'on peut parler de filières d'ingrédients, qu'on peut parler de chimie, de botanique. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Et pour autant, les parfums sont qu'une petite partie de ce gigantesque monde que sont les odeurs. Et je trouve que la force de cette revue, et l'une des raisons pour lesquelles je m'y sens aussi bien, c'est que je peux aussi bien écrire l'interview d'un parfumeur que un article de neurosciences, par exemple, sur les raisons pour lesquelles telle ou telle odeur vont nous paraître agréable ou désagréable. La revue Nez, c'est 2 exemplaires par an, c'est ça ? C'est 2 numéros par an, oui. 2 numéros par an. Très belle revue, d'ailleurs, que je vous conseille à tous, puisque, effectivement, les articles sont effectivement variés, c'est du beau papier. Alors, c'est pas odorant. C'est toujours odorant. Alors, tout est odorant, même voilà, quand... je suis tombé dans le piège. C'est-à-dire que même quelque chose qui n'a pas vocation à être odorant, comme une revue, a toujours une odeur. Et en l'occurrence, elles sont très bon. Le papier est bien épais, l'encre, elles sont assez fortes à la sortie de l'imprimerie. Et ouais, pour moi, c'est une revue qui sent bon aussi. C'était pas volontaire, mais ça aurait été difficile si t'avais pas aimé l'odeur de la revue dans laquelle tu travailles. Alors, c'est rare que j'aime pas l'odeur d'un papier imprimé. Et d'ailleurs, il m'arrive de dire, pour être un peu facétieuse, que c'est parce que j'aime l'odeur du papier imprimé que j'ai décidé d'en faire mon métier. Le fait est que j'ai toujours reniflé les magazines, les bouquins, les prospectus, tout ça, c'est une famille d'odeurs que j'aime beaucoup. Bon, de là à dire que c'est la raison pour laquelle je me suis mise à écrire, je sais pas. Peut-être que c'est parce que j'aimais lire que j'ai aimé ces odeurs-là. Voilà. Alors, première question, est-ce qu'on peut dire que tu es une curieuse olfactive ? Je pense qu'on peut même dire que je suis une obsédée olfactive. Mais oui, effectivement, la curiosité, pour moi, tout est parti de là. J'ai toujours été très curieuse de connaître les odeurs du monde qui m'entoure. Et j'ai toujours été fascinée par le fait que le monde se donnait la peine de sentir, que toutes les choses du monde se donnaient la peine de sentir. Donc pour moi, ça a toujours été une grande source à la fois d'émerveillement et aussi d'interrogation. Pourquoi est-ce que les odeurs existent, en fait ? À quoi ça sert ? Et puis il y avait aussi le fait que le domaine des odeurs était un domaine dont on parlait peu, à l'exception du parfum. Un peu tabou, les odeurs. En tout cas, un angle mort, quoi. Je sais pas si vraiment petite je percevais qu'il y avait un tabou, mais en tout cas, il y avait une sorte de désintérêt notoire de tout le monde pour les odeurs.
Or moi, ça me passionnait. Donc les questions que je me suis posées sur l'odeur, sur notre rapport à l'odeur, elles m'ont, je pense, directement mené à exercer le métier qu'est le mien aujourd'hui. Et je crois qu'aussi indirectement, elles ont contribué à celle que je suis aussi en tant que personne, puisque les questionnements qui ont été soulevés par l'odeur chez moi m'ont amené à m'intéresser à énormément de choses. D'après toi, les goûts olfactifs, justement, c'est de l'inné ou c'est de l'acquis ? C'est marrant parce que souvent, quand on a une odeur qui nous passe sous le nez, on est capable très rapidement de dire si on l'aime ou si on l'aime pas. Et c'est des jugements qui nous semblent un peu tomber sous le sens, comme si c'était des évidences extérieures à nous. En fait, en réalité, l'immense majorité des jugements qu'on pose sur les odeurs relèvent de l'acquis, et en l'occurrence de nos constructions culturelles et de notre expérience personnelle. Schématiquement, plus une odeur nous est familière et plus elle est associée à des contextes positifs, et plus on va la trouver agréable. Après, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas une part d'inné aussi dans nos goûts, mais elle est très difficile à mesurer. Déjà parce qu'il faut savoir que quand on vient au monde, on n'est pas vierge d'expérience olfactive. En fait, notre odorat, il se met en marche à peu près vers le 6e mois de grossesse. À ce moment-là, les bouchons nasaux du fœtus sautent et font que les récepteurs olfactifs qu'on a au fond du nez sont exposés aux molécules odorantes qui flottent dans le liquide amniotique dans lequel on baigne et qui évoluent en permanence en fonction de ce que mange notre mère. Donc quand on arrive sur cette terre, on a déjà 3 mois de patrimoine olfactif qui s'est accumulé. Et d'ailleurs, des études ont montré que des bébés qui ont été exposés in utero à des odeurs qui sont jugées un peu clivantes, comme par exemple l'anis, l'ail ou le curry, ils sont beaucoup plus enclins à aimer ces odeurs une fois que l'enfant naît. Donc c'est pour dire que ce patrimoine olfactif, en fait, il est antérieur à notre naissance et que la part d'inné, elle est super compliquée à évaluer. Ce qu'on peut dire, une dernière chose, c'est que y a quand même une part d'inné dans l'outillage entre guillemets avec lequel on sent, parce que les récepteurs olfactifs dont j'ai parlé, qu'on a au fond du nez, ils sont pas tous les mêmes d'un individu à l'autre, et c'est un petit peu, si tu veux, comme la densité des cônes et des bâtonnets qu'on a dans la rétine et qui fait que peut-être que toi tu vois pas le ciel exactement de la même couleur que moi, mais tu vas pas sentir exactement les mêmes odeurs que moi. Et chez certaines personnes, la perception d'une molécule, par exemple, va être un peu exacerbée, et ça va expliquer qu'elle la trouve désagréable. Ça veut dire que 2 personnes, en fait, s'ils te respirent, vont pas sentir la même odeur. Bah exactement. Et puis à 2 niveaux, ils vont pas sentir la même odeur dans le sens où ils vont pas avoir la même représentation mentale, le même percept de ton odeur, et ils vont aussi pas avoir la même interprétation de ton odeur. Et là, on retombe sur ce que je te disais. L'influence de notre culture, elle est déterminante parce que plus une odeur nous est familière et plus on a tendance à l'apprécier. Et l'odeur du corps, elle est éminemment culturelle parce qu'elle est beaucoup déterminée par ce qu'on mange, et ça c'est très culturel, par le type d'habitat dans lequel on est, par les produits d'hygiène qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Tout ça c'est très culturel aussi. Donc on a tendance à être plus, disons moins dérangé en tout cas, par les odeurs des personnes qui ont la même culture que nous. C'est ce qui explique que l'odorat soit si souvent mobilisé dans des discours xénophobes ou racistes. Bien sûr. Alors, il y avait, tu parlais effectivement de l'inné. Il y a des odeurs, tu as dit toi-même, clivantes, comme l'anis, l'ail. Le curry, ouais. Le curry. Il y a aussi des odeurs, je me souviens d'avoir fait une chronique pour Télématin là-dessus, sur des odeurs assez universellement aimées, comme la vanille et la fraise, par exemple. Ouais. Là, c'est dans pratiquement toutes les cultures. Enfin, on peut pas exagérer, mais c'était quand même une grosse étude qui avait été aussi bien dans certaines tribus abandonnées qu'en Asie, enfin un peu partout dans le monde. Et là, c'était un peu universel. Comment on l'explique, ça ? Alors, le cas de la vanille, il est hyper intéressant et il est assez... c'est vraiment un cas d'école parce qu'effectivement, la vanille, c'est peut-être la seule odeur, en tout cas qu'on a identifiée, qui soit populaire dans toutes les cultures. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'industrie du parfum s'en donne à cœur joie et que dès qu'on veut faire un lancement global, on blinde le truc de vanille et généralement ça plaît. La vanille, en fait, la molécule qui est principalement responsable de son odeur, ça s'appelle la vanilline, et c'est une molécule qui a une copine, une molécule à l'odeur très proche qu'on retrouve dans le lait maternel. Et ça expliquerait la raison pour laquelle cette odeur est aussi populaire partout dans le monde, parce qu'on se doute bien que c'est quand même des contextes plutôt positifs du coup qu'on lui associe. Et puis par ailleurs, même quand on n'a pas été un bébé allaité, il se trouve qu'aujourd'hui, la majorité des produits qu'on destine aux enfants sont aromatisés à la vanille, que ce soit même les laits maternisés jusqu'à il y a pas très longtemps, ils étaient très souvent aromatisés à la vanille. Les compotes, les biscuits, les gâteaux, les poupées Corolle, la Play-Doh, tout ça sent la vanille. Donc c'est une odeur qui est associée à des contextes assez rassurants, assez régressifs,
et donc qu'on a tendance à apprécier tous. C'est assez drôle parce que d'ailleurs en sexualité et dans une série de podcasts que je suis en train d'enregistrer justement sur comment développer son potentiel érotique, on parle évidemment du sexe vanille, et quand on parle du sexe vanille, c'est le sexe que tout le monde aime, en tout cas le sexe basique, le sexe classique, c'est-à-dire assez universel. Même si, évidemment, on peut détester la vanille, comme on peut détester le sexe vanille. C'est pas parce que c'est universellement considéré comme agréable qu'on aime les parfums à la vanille et qu'on aime respirer la vanille dans certaines circonstances, en tout cas. Complètement. Et puis, il suffit d'avoir eu une expérience négative associée à de la vanille, d'une manière ou d'une autre, pour que cette odeur nous devienne désagréable. Oui, parce que ça aussi, tu le rappelles d'ailleurs dans ton livre, Par le bout du nez, une histoire intime des odeurs. Tu rappelles bien à quel point il y a une composante affective qui s'associe aux odeurs. Alors, dans nos souvenirs, dans ce qu'on a vécu, il y a une forte composante affective à l'odorat. C'est même le propre de l'odorat, parce que finalement, la raison d'être et le job de ce sens au quotidien, c'est d'informer nos comportements et nos prises de décision et nos jugements dans l'instant présent sur la base des expériences, de nos expériences passées. Donc en fait, chaque fois qu'on rencontre une odeur, notre cerveau, il va l'emmagasiner avec des souvenirs, un contexte émotionnel, des sensations, et justement pour pouvoir savoir comment se comporter quand il va la rencontrer à nouveau dans le futur. Et c'est pour ça que la mémoire olfactive, elle est aussi puissante et qu'elle est aussi durable, c'est que c'est un sens qui est lié à notre survie. Donc vous pouvez faire une expérience négative avec une odeur, même dans votre petite enfance, de manière peut-être totalement inconsciente. C'est une odeur qui va vous rester désagréable probablement jusqu'à la fin de votre vie. Oui. Ou au moins jusqu'à ce que vous ayez identifié le mécanisme et que vous ayez décidé de l'enrayer. C'est quand même possible, on peut évoluer. Mais notre odorat a vraiment cette particularité d'être en permanence branché à nos émotions. Alors ça me rappelle d'ailleurs une anecdote, alors ça n'a pas à voir avec l'humain, avec le cheval, tu parles d'associer une odeur, effectivement, le palefrenier du club hippique m'avait raconté que une propriétaire de cheval, effectivement à chaque fois qu'elle venait, il devenait complètement fou, il devenait complètement agressif, et parce que tout simplement, il avait associé l'odeur de son parfum qui était assez fort au jour de sa castration où elle était présente, et donc évidemment que là le choc entre les deux, douleur j'imagine de la castration et l'odeur du parfum de cette propriétaire, et le simple fait qu'ensuite elle ait abandonné ce parfum, ça se passait bien, quoi. Mais il avait le cheval associé, on est proche du cheval. Complètement, et ça me rappelle ce que tu dis, l'histoire d'un mec qui m'avait raconté qu'il avait identifié le parfum Terre d'Hermès, un ancien boss complètement toxique. Il avait démissionné de son boulot, mais chaque fois qu'il croisait ce parfum dans la rue, ça le mettait dans un état de stress assez intense. Et pour autant, tu vois, il avait identifié ce mécanisme-là. Je sais pas comment on a fait d'ailleurs pour identifier que le cheval avait associé le parfum de cette femme au jour de sa castration. C'est le palefrenier qui a pensé, parce qu'il avait dû repérer lui aussi l'odeur très forte. Elle avait mis sûrement une bonne dose de parfum, et donc ça l'avait frappé ce jour-là, et c'est lui qui a pensé à ça et qui a dit essayez de ne pas mettre votre parfum. C'était très intelligent. Alors justement, on met un peu les pieds dedans, mais je te pose la question effectivement qui me taraude depuis que j'ai lu ce livre, parce que ça tu l'évoques pas aussi directement, si tu l'évoques indirectement et parfois directement quand même. C'est quel rôle joue l'olfaction dans l'attraction amoureuse et sexuelle? Alors ça, c'est un vaste sujet qui fait énormément fantasmer, parce que effectivement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on sait que chez certaines espèces animales et végétales aussi, l'olfaction, en tout cas au sens d'échange de signaux olfactifs, joue un rôle déterminant, voire premier, dans le choix des partenaires de reproduction. Et donc, on a tendance à rêver, ou s'imaginer en tout cas qu'il pourrait en être de même chez nous les humains. Bon, la vérité c'est que ce qui fait qu'on est attiré par quelqu'un, ça repose quand même sur un ensemble de facteurs qui est beaucoup plus complexe que simplement olfactif, et que c'est très difficile en fait quand il y a une attirance d'isoler la part que l'olfactif a pu jouer là-dedans, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a cependant des études qui ont été menées et qui ont essayé justement de faire la part des choses et d'isoler l'odorat. Et on s'est rendu compte notamment que on a tendance à être attiré par des personnes dont le patrimoine immunitaire est plus éloigné du nôtre. Bon, pour des raisons évolutionnaires assez évidentes, qu'on augmente les chances de survie de notre progéniture. On sait aussi, par exemple, que les hommes ont tendance à être plus attirés par des femmes qui sont en phase d'ovulation. Mais bon, ça, c'est des trucs qui sont assez terre à terre, biologiques. Dans l'odeur de quelqu'un qu'on rencontre, on peut lire plein d'autres choses, en fait. On peut lire des indices sur son âge, sur sa culture. On peut déceler dans un parfum des indices socioculturels aussi, qui sont tout aussi importants dans une mécanique de séduction. Mais bon, à mon sens, dans l'espèce humaine, en tout cas,
l'olfaction, elle joue pas un rôle aussi important que ce qu'on voudrait le croire. Alors, on va balayer tout de suite l'idée des phéromones, puisqu'on sait que notre organe voméronasal n'est pas du tout développé, enfin, il est complètement atrophié par rapport... Donc, cette idée qu'une odeur imperceptible... Alors déjà, il y a suffisamment à faire avec les odeurs perceptibles qu'on ne perçoit pas vraiment, mais bon, bref. Mais en tout cas, voilà, on cherche un petit peu plus loin en disant il y a des odeurs imperceptibles, le fantasme de créer d'ailleurs quelque chose qui n'aurait pas d'odeur, mais qui en aurait une sans qu'on s'en rende compte et qui nous influencerait dans notre sexualité ou notre vie. Ça, c'est balayé, ça n'existe pas. Ça, c'est balayé, donc je suis désolée pour tous ceux qui achètent ces parfums aux phéromones qui promettent monts et merveilles à ceux qui les portent. Mais en tout cas, à ce jour, les scientifiques pensent qu'il n'existe pas de phéromones humaines, justement. Donc, on peut pas espérer attirer les femelles, des femelles immédiatement en chaleur, provoquer leur réflexe de lordose, là, chez les chiens qui se cambrent. Non, ça, a priori... Et en tout cas, si ça existait, je peux vous dire qu'on serait au courant. Et ça serait un beau succès commercial, d'ailleurs, j'imagine. Ouais. Alors, il y a quand même une nuance. Moi, je me souviens très bien, dans les années 2000-2010... avec Maya Mazorette, quand on faisait des questionnaires à des personnes, des couples qui n'avaient pas de difficultés, puisque moi, en tant que sexologue, je vois des couples en difficulté par définition, mais là, des couples qui n'avaient pas de difficultés. Et entre autres questions, on leur demandait s'ils aimaient l'odeur de leur partenaire. Et franchement, c'était pas 80%, pas 90%, mais 100%, oui, j'aime l'odeur de mon ou de ma partenaire. Donc là, c'était les couples qui allaient bien. Et question que je pose aussi effectivement aux couples qui consultent quand ils sont en difficulté, étonnamment, oui, ils aiment quand même l'odeur. Alors peut-être que l'attraction initiale fait qu'ils aimaient l'odeur de leur partenaire, mais c'est vraiment exceptionnel de rencontrer des couples où l'un des deux dit « je n'aime pas l'odeur de mon partenaire ». Donc là, je prends le contre-pied en disant c'est quand même une condition peut-être pas suffisante, mais quand même nécessaire pour former un couple. Ouais, mais alors qui de la fout la poule? Tu vois, est-ce qu'on aime l'odeur de quelqu'un parce qu'on l'aime, ou est-ce qu'on aime quelqu'un parce qu'on aime son odeur? Et ça, c'est une question que je me pose activement, parce que ces dernières années, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont raconté qu'elles s'étaient séparées amoureusement ou amicalement, même d'ailleurs, de personnes parce qu'elles n'avaient plus réussi à aimer leur odeur. Et moi, c'est toujours la question que je me pose, quoi. Est-ce que l'odeur ne plaît plus, donc on part? Ou est-ce que l'odeur ne plaît plus parce qu'on a envie de partir, mais qu'on se l'est peut-être pas encore vraiment avoué? Je crois que parfois l'odeur, elle peut aussi cristalliser des pensées qu'on n'a pas encore vraiment réussi à accoucher, quoi. Oui, il faudrait faire une étude longitudinale pour voir dans la chronologie des difficultés de couple, est-ce que c'est apparu avant? Il y avait d'ailleurs une experte qui avait recommandé, puisque semble-t-il l'olfaction se modifie quand on prend la pilule, quand on prend une contraception orale, il y aurait des modifications de l'olfaction, et qui s'étonnait effectivement en disant certaines femmes découvrent, dans les couples hétéros en tout cas, découvrent à l'occasion d'un projet de grossesse, en arrêtant de prendre leur contraception, que l'odeur de leur partenaire leur plaît moins. Et donc elle recommandait d'arrêter la pilule temporairement quand on forme un couple, avant de s'engager sérieusement, donc on n'allait même pas au projet de grossesse, simplement pour dire sentez vraiment l'odeur de votre partenaire pour savoir quelle est votre compatibilité olfactive. Alors, on pense que l'équilibre hormonal a un impact sur notre manière de sentir et que ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de femmes enceintes développeraient un flair de chien de douane. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas vraiment d'études sur ce sujet parce que ça touche à l'olfaction et aux femmes. Donc, ça fait 2 bonnes raisons de s'en foutre pour les scientifiques. Mais moi, si je parle de mon expérience personnelle, ça n'a rien changé, ni la pilule, ni les grossesses. Mais j'ai des copines pour qui ça a tout changé. Donc je crois que c'est très personnel. Et pour répondre à l'experte que tu citais, on peut effectivement, pourquoi pas, arrêter sa contraception pour savoir si c'est de l'art ou du cochon. Mais il faut quand même bien mesurer ce qu'on a à y gagner et ce qu'on y risque aussi, quoi. Parce que le projet de grossesse, du coup, peut... Ah non, mais il faut prendre une contraception. Oui, elle recommandait, j'ai été incomplet, effectivement. Elle recommandait de prendre une contraception pendant ce temps-là, mais mécanique, hein, évidemment, préservatif, pour pas le citer. Est-ce que tu te souviens du parfum de tes ex? Je le sais parce que je l'ai vu dans le livre, et de leur odeur, parce qu'il y a parfum et il y a odeur, c'est un peu différent quand même. Alors les parfums, très clairement, et d'ailleurs c'est toujours un peu troublant parce qu'il m'arrive dans la rue de croiser un Black XS, un Cool Water, un Fuel for Life, et tout d'un coup je me retrouve avec ton ex, en tout cas momentanément plongé dans quelque chose du passé. Mais en revanche, les odeurs, c'est quand même propre à chaque individu. Donc normalement, une fois que l'histoire est terminée,
l'odeur disparaît avec, et je peux pas vraiment dire que je m'en souviens, parce que déjà les souvenirs c'est fugace. Les souvenirs d'odeur c'est quand même particulièrement fragile. Oui, parce que autant les souvenirs, alors visuels, effectivement, notre sens hypertrophié est hyper utilisé, mais et puis on peut revoir des photos, etc. Et on peut se souvenir assez précisément, même si ça peut s'estomper avec le temps, mais en tout cas assez précisément d'un visage, par exemple, ou d'un corps. Se souvenir, invoquer une odeur, c'est pas si facile que ça, même pour des expertes. Bah, c'est effectivement quelque chose qu'on n'a surtout pas l'habitude de faire, et pourtant, tu vois, par exemple, quand tu croises quelqu'un qui revient d'un restaurant et qui te décrit dans le détail un plat qu'il a dégusté, tu peux avoir ce moment où tu te dis « Ah ouais, j'ai l'impression de l'avoir en bouche ». Et là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est précisément ça, en fait, c'est convoquer des souvenirs olfactifs. Alors, pousser à un certain niveau, c'est ce que font les parfumeurs et les chefs, notamment, qui vont, pendant des phases de création, convoquer des odeurs et même parfois réussir à les mélanger ensemble dans leur tête sans avoir besoin de faire le mélange dans la vraie vie. Donc c'est tout à fait possible de convoquer une odeur, mais ça demande un certain entraînement. Et dans le cas des parfumeurs avec qui j'ai parlé, c'est un entraînement quotidien, quoi. Oui, je me souviens d'un parfumeur, je sais plus lequel, tu sauras peut-être, mais qui avait écrit, qui voulait reconstituer le parfum au Japon de l'odeur de la rosée le matin, enfin, etc. Et il créait son parfum pour recréer cette odeur, en fait, ce qui lui avait plu. Et quand tu fais ça sur la base d'un souvenir, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est ça qui est beau aussi. C'est là où cette part d'interprétation, elle s'exprime. Si t'avais le truc sous le nez et que tu passais de la création à l'olfaction, bon, c'est aussi intéressant de faire quelque chose de très figuratif, mais dans le parfum, c'est quand même toujours, je trouve, plus intéressant de voir justement où se place la part d'interprétation. Alors, c'est vrai que nous, nous, les béotiens qui n'avons pas l'expertise et le vocabulaire, justement, on manque du vocabulaire pour décomposer les odeurs. On peut dire, ça me rappelle l'odeur, effectivement, de la fraise, du bois, du sous-bois, du sable, mais on ne saura pas dire les éléments qui constituent cette odeur. Est-ce que les experts savent le faire ? Les experts savent le faire, ouais, et ça passe, je pense, en partie par l'apprentissage du langage. Le langage permet d'identifier en fait des choses qui sont extrêmement abstraites. Je veux dire, quand tu as une odeur composée de plusieurs choses et que tu essayes de tracer les contours de ces différentes choses, c'est un exercice quand même qui est très compliqué. Et heureusement que le vocabulaire est là pour dire, par exemple, jasmin. Ça permet de tracer le contour du jasmin dans la tête. Enfin, je dis ça, mais c'est peut-être pas la bonne représentation, mais c'est un peu l'idée. Donc les experts arrivent à le faire, et moi c'est quelque chose qui me fascinait quand j'ai mis les pieds dans le monde du parfum et que j'ai vu des gens justement qui étaient capables de sentir une odeur complexe et de déterminer les éléments qui le composent. Et j'en parle dans mon livre. Pour moi, il y a un parallèle un peu évident avec le fait d'apprendre une langue étrangère. Parce que quand tu vas dans un pays dont tu parles pas du tout la langue, t'as l'impression que les gens ils balancent des sons qui veulent absolument rien dire. Puis en fait, quand tu commences à identifier des mots, c'est comme si dans ce flot de phrases, tu arrivais tout d'un coup à découper des éléments. Et puis arrive le moment où tu comprends vraiment où s'arrête et où commence chaque mot. Et à ce moment-là, bon bah tu deviens familier de la langue. Et dans le parfum, c'est un peu le cas, même si aujourd'hui c'est très net que c'est pas parce que je sens un parfum que j'ai sa formule qui apparaît dans ma tête, hein, pas du tout. Je peux distinguer les éléments les plus saillants, mais déjà il y en a qui vont m'échapper. Et puis dans la formule d'un parfum, t'as souvent plusieurs dizaines d'ingrédients, dont certains sont utilisés en toute petite quantité. Donc je suis pas non plus à ce point-là. Alors tu dis aussi, et ça aussi c'est troublant, que finalement, tout à l'heure on disait on sent pas de la même façon, enfin chacun a sa perception, et effectivement il y a des variations génétiques qui expliquent qu'on puisse très bien sentir ou pas sentir certaines odeurs. Ça aussi c'est un phénomène assez étrange. Bah oui, et puis c'est un phénomène d'autant plus étrange que tu vois, si on le savait pas, est-ce que les daltoniens sauraient qu'ils le sont si on parlait jamais de couleur ? Comme on parle jamais d'odeur, les anosmies partielles, on appelle ça comme ça, sont très difficiles à identifier. Une odeur que t'as jamais sentie, si personne t'en parle, tu sauras jamais que tu la sens pas. Oui, et même une odeur très désagréable, certains ne vont pas sentir une odeur très désagréable. Alors, les anosmies partielles, elles concernent des molécules, parce qu'en fait, nos récepteurs olfactifs dont on a parlé tout à l'heure, ils s'intéressent, on en a 400 types différents, et chaque type s'intéresse à une ou plusieurs molécules particulières, et quand même la plupart des odeurs qui existent dans le monde sont des odeurs composées. Donc on va pas être anosmique, par exemple là, je sais pas, l'odeur de la banane. Tu vois, l'odeur de la banane elle-même, elle est composée de plusieurs dizaines de molécules différentes, mais donc c'est ça qui va expliquer peut-être que certaines facettes de l'odeur de la banane, tu les auras pas. Donc quand même, dans la vie de tous les jours, ça va pas t'handicaper, puisque les odeurs sont composées, mais si par exemple tu es parfumeur, ça peut provoquer un peu des déformations dans ta perception, et justement les créateurs de parfums ont tendance à travailler avec au moins avec une personne
qui va pouvoir justement sentir avec elle et détecter s'il y avait d'éventuels défauts de perception, tu vois. Est-ce que c'est pas du coup paradoxal de penser qu'un parfum a une seule, je sais pas si on dit signature au profil, mais mondiale, alors que pourquoi pas s'adapter à chaque pays ou à chaque culture? C'est uniquement pour des raisons commerciales qu'on peut avoir envie de faire des lancements mondiaux, hein. C'est de la bête réduction de coûts. Mais ce qui est intéressant dans mon milieu, et donc moi je m'intéresse au parfum, celui qui est dans la salle de bain, dont on s'asperge le matin, mais je m'intéresse aussi, et peut-être même encore plus, à tous les autres produits dans lesquels l'industrie du parfum met son nez, si j'ose dire, qui sont les produits du quotidien, quoi, les détergents, les dentifrices, le liquide vaisselle, tous ces trucs parfumés qui sont autour de nous, et Dieu sait qu'il y en a. Même ce que vous mettez dans votre vaporette, c'est l'industrie du parfum qui crée les arômes qui sont dedans. Et ça, c'est des odeurs qui sont beaucoup plus liées à notre culture et pour lequel c'est beaucoup plus difficile justement de faire des lancements globaux. D'accord. Parce que moins une odeur est conscientisée, en fait, et plus elle doit répondre à des codes qu'on a de manière justement inconsciente. Et selon la culture où vous êtes, vous avez une certaine idée de ce que, par exemple, la fraîcheur doit sentir, la propreté doit sentir, à ce que des cheveux bien hydratés doivent sentir. Tout ça, c'est des trucs, en fait, qu'on intègre malgré nous, que notre cerveau enregistre. Si on bouscule un peu vos attentes, ça vous fait tiquer. Par exemple, si je te propose un dentifrice, je sais pas, à la mangue, tu vas trouver ça chelou et peut-être que tu vas pas le racheter. Parce que, en tout cas chez nous, la menthe, c'est l'odeur par excellence du dentifrice. Mais ça, c'est d'une certaine manière, c'est arbitraire. Ça a été complètement arbitraire. D'ailleurs, dans l'histoire je me souviens très bien effectivement de l'histoire du premier qui a eu l'idée d'ajouter la menthe. Et du coup, effectivement, ça stimule les récepteurs de la fraîcheur, du froid. Et cette sensation de fraîcheur, on la recherche effectivement dans le dentifrice, sauf les enfants qui préfèrent peut-être la fraise, effectivement, et qui s'en fichent avant d'être éduqués à la fraîcheur, c'est quelque chose de bien, donc il y a l'odeur de fraîcheur. Mais effectivement, on l'a très bien. Et ça me rappelle aussi l'anecdote que tu connais peut-être sur Fébreze, le fameux Fébreze, quand il a été inventé, c'était à l'origine une molécule qui emprisonnait d'autres molécules odorantes et en fait, ça n'avait pas d'odeur. Sauf que Procter & Gamble qui a essayé de lancer le produit, ça faisait un flop parce que les gens s'attendaient pas à avoir une absence de mauvaise odeur, mais ils voulaient la récompense du cerveau qui est la bonne odeur. Alors, florale ou autre, ou de propre. En tout cas, il fallait l'odeur de propre. Et les ventes ont explosé seulement quand ils ont ajouté finalement une odeur de propre à la molécule initiale qui était simplement annuler des odeurs désagréables. Tu vois, je connaissais pas cette anecdote, mais ça m'évoque de la même manière celle de la lessive. Hein. La bonne odeur de lessive. À pouvoir l'avant égal, on va avoir tendance à racheter la lessive qui a parfumé notre linge parce qu'on a associé l'idée du linge propre à l'idée d'une odeur. Et donc, pour se convertir, entre guillemets, aux lessives sans odeur qu'on trouve aujourd'hui dans pas mal de magasins bio, il faut avoir identifié ce mécanisme-là et l'avoir un peu déconstruit. Il faut avoir abandonné l'idée que le propre a forcément une bonne odeur. Revenons sur la rencontre amoureuse, l'attirance initiale, la bonne odeur peut-être de propre et de parfum, etc. Vient un moment où dans l'acte sexuel, dans les rapports, l'activité physique, bref, on va avoir les vraies odeurs de l'autre. Est-ce que tu penses que deux personnes qui restent ensemble, effectivement, doivent avoir, tu disais tout à l'heure, une différence d'odeur, mais pas trop importante, il me semble dans le livre, tu dis, faut quand même que ça s'éloigne, mais pas trop des odeurs habituelles, ou en tout cas des odeurs proches de sa propre odeur. Oui, alors effectivement, tout à l'heure je disais que par exemple on va avoir tendance à choisir un partenaire qui a un patrimoine immunitaire éloigné d'une autre. Je suis pas sûre que ça veuille forcément dire que ça va être des odeurs très différentes, tu vois. En tout cas, c'est sûr que on a tendance à être moins dérangé par les odeurs proches de la nôtre. Donc c'est peut-être pour ça aussi que finalement les unions interculturelles sont plus fréquentes. Bon, il y a aussi énormément d'autres raisons à ça. Mais ça peut l'expliquer. Après, on peut très bien développer un goût pour des odeurs différentes de la nôtre, et fort heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon... c'est ce qui fait la diversité. C'est ce qui fait la diversité, et puis même d'une certaine manière, je pense qu'il permet à notre espèce de survivre. Si on était tous consanguins, ce serait très compliqué. Quoique, il paraît aussi que, j'ai plus l'étude en tête, mais on avait fait planquer des odeurs de membres d'une même famille dans d'autres odeurs, et il s'avère quand même qu'on a tendance à être rebuté par l'odeur de notre père, l'odeur de notre frère, quand on est femme, etc. Donc il y aurait peut-être quand même une certaine
capacité de la nature à nous préserver de l'inceste de cette manière-là. Ouais. Oui, il y a un côté, il peut y avoir un côté rassurant dans effectivement l'odeur de proches qu'on aime, mais il peut y avoir aussi un côté, en tout cas pour les géniteurs, effectivement, les études avaient été faites dans ce sens-là. Justement, à ton avis, on peut être repoussé aussi par des gens, sans le savoir ou en le sachant, qui auraient une odeur qui effectivement nous évoque quelqu'un qu'on n'aimait pas, par exemple. Bah, complètement. Complètement. Et ce qui est génial, c'est que ça peut se faire de manière consciente, comme par exemple dans le cas du mec dont je te parlais. Avec le parfum. Ce parfum Terre d'Hermès, voilà. Qui a un bon parfum d'ailleurs, par ailleurs. On n'a rien contre Terre d'Hermès, soyons clairs. Non, mais ça n'a strictement rien à voir avec le parfum lui-même. Ce parfum devient le signal de quelque chose. Donc lui, il avait identifié le truc, mais je pense qu'on est nombreux à avoir finalement des expériences olfactives qu'on n'identifie pas forcément, mais qui vont largement déterminer ensuite... quand on sent pas quelqu'un, par exemple, c'est pas du tout exclu que cette personne exhale une odeur qui nous rappelle, à tort ou à raison, quelque chose qu'on a identifié dans le passé à quelque chose de désagréable. Toi, qui as un cerveau habitué à décomposer un peu les odeurs, justement, tu es capable de qualifier l'odeur des gens que tu rencontres ? Ça m'arrive, alors qualifier, ça m'arrive par exemple de reconnaître un parfum, ça m'arrive très souvent, ou de reconnaître une lessive, ça m'arrive aussi, ou des après-shampoings, ou bien de me dire, bah tiens, je savais pas qu'elle fumait, ou tiens, il a bu un petit verre de blanc au déjeuner, ça peut m'arriver. Ouais. Mais qualifié par des grands adjectifs qui seraient une espèce de vérité générale sur la personne, non. Et je me rends compte que parfois c'est quelque chose que les gens craignent de ma part quand ils me rencontrent, comme si j'allais un peu voir à travers eux ou les juger. Mais en fait non, c'est simplement qu'effectivement c'est mon boulot et c'est un peu mon prisme dans la vie. Je m'intéresse à ce que sentent les gens et parfois je lis un peu des indices. Mais de la même manière que quelqu'un, par exemple, avec des connaissances sociologiques, va être capable de voir comment vous êtes sapé et de se dire, bah, je peux te dire à peu près d'où tu viens, quel métier t'exerces, quand est-ce que t'es né. C'est de la même ordre de choses. Oui, avec cette différence, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de tabou des odeurs, qui est quand même que on veut pas sentir mauvais, on veut sentir bon. On a été éduqué pour sentir bon, et donc on craint quand même. Beaucoup de personnes craignent quand même les odeurs, voient ça comme un monde un petit peu dangereux, un peu primitif, un peu primaire, animal même. Oui, et mais bon, moi, c'est ce contre quoi je me bats, quoi. C'est-à-dire que si on reconnaît des pouvoirs incroyables aux odeurs, bah, raison de plus pour s'y intéresser. On peut pas reconnaître des pouvoirs incroyables aux odeurs et puis les laisser faire, en fait. Donc, et puis en fait, quand on se penche dans le sujet, on voit qu'il n'y a rien de magique, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, en fait. Il y a juste des mécanismes qui sont en grande partie inconscients, aussi parce qu'on ne prend pas la peine vraiment de s'y intéresser, et qui sont à l'œuvre malgré tout, parce qu'en fait, notre nez, il attend pas qu'on s'intéresse à lui pour faire son job, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, de coller des étiquettes sur les odeurs qu'on croise dans la vie de tous les jours pour pouvoir informer par la suite nos jugements et nos comportements sur la base de nos expériences passées. C'est un sens de survie. Donc effectivement, qu'on le veuille ou non, il fonctionne en permanence en fait. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à craindre, mais je crois qu'au contraire, il faut s'y intéresser et ne retenir de ça que le côté passionnant. Pour revenir à la question des mauvaises odeurs corporelles, ou en tout cas de ce qui est perçu comme des mauvaises odeurs corporelles, c'est vrai que en France en 2026, la plupart de nos odeurs corporelles, elles ont tendance à être lavées, domptées, cachées, recouvertes, etc. Mais là encore, il faut se dire que c'est notre culture qui veut ça. Si on pouvait revenir là, ici, en France, il y a un siècle ou un siècle et demi, on verrait que les odeurs corporelles sont par exemple beaucoup plus présentes dans l'espace public. Comme les odeurs des déchets d'ailleurs, qui étaient beaucoup plus présentes dans l'espace public, parce que le système n'était pas du tout le même. Les odeurs corporelles étaient plus présentes parce que quasiment personne n'avait de douche individuelle chez eux. Donc, la douche quotidienne, c'était de la science-fiction. Le dentifrice, ça n'existait pas, ou en tout cas pas sous cette forme. Le déodorant non plus. Enfin, donc les odeurs étaient beaucoup plus présentes et jusqu'à preuve du contraire, ça dérangeait pas grand monde. Tu vois, quand tu lis le parfum de Suskind et que tu vois les descriptions, peut-être que certaines personnes étaient incommodées de temps en temps, mais loin de ce que nous, on serait incommodés si on pouvait être propulsé dans cette période-là de l'histoire. Donc c'est aussi beaucoup une question d'habitude. En fait, avec l'odorat, c'est quasiment toujours une question d'habitude. Et donc, partant de là, il faut se dire que c'est pas parce que notre monde, là, actuel, dans celui dans lequel on vit, nous dit que nos odeurs corporelles sont dégueulasses, qu'il faut forcément l'écouter. Et je crois qu'il faut trouver un juste milieu entre une posture extrême qui consisterait à tout laisser tomber et à voilà, se laisser un peu en roue libre à ce niveau-là, parce que malheureusement, ça risquerait de nous marginaliser.
et une posture inverse qui consisterait à essayer de tout masquer, tout cacher, chasser. et qui serait coûteuse en énergie, en temps, en argent, en santé probablement, et puis qui nous priverait quand même d'une relation à nous-mêmes qui est, à mon avis, hyper importante. Oui, relation qu'on trouve d'ailleurs dans la nature. Là, pour le coup, on accepte complètement les odeurs de la nature quand on va se promener en forêt, quand on va, voilà, on chasse pas les odeurs, on se dit pas, on peut se dire, ça sent pas bon, mais en même temps, ça sent la nature, quoi. Voilà, c'est pas, il y a pas de jugement péjoratif comme il peut y avoir dans nos sociétés, quoi. D'après toi, d'ailleurs, en dehors de l'hygiène, pourquoi les gens utilisent des parfums? Alors historiquement pour plein de raisons, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on pense parfum, on a tendance à penser aux flacons qu'on va trouver chez Sephora, mais le parfum ça existe depuis la nuit des temps et ça a existé sous des formes très variées qui vont des pâtes, des onguents ou des fumigations. D'ailleurs l'étymologie de parfum, perfumum, c'est ça, c'est par la fumée. À l'origine c'est comme ça qu'on se parfumait. Alors pourquoi on le faisait? Pour communiquer avec les dieux en premier lieu. Pour se distinguer socialement, parce que ça a longtemps été un produit de luxe réservé aux riches. Hein. Le parfum comme produit de consommation de masse, c'est finalement très récent, ça a un siècle et demi à peu près. Et aujourd'hui, on est rentré dans une ère du parfum hédonique, c'est-à-dire de parfum sans bon. Mais les premiers usages du parfum, ils ont été sacrés et thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on se parfumait, encore une fois, pour rentrer en communication avec les dieux et ou pour se soigner. Aujourd'hui, c'est des usages qui ont un petit peu disparu, même si on voit que les parfums thérapeutiques, c'est en train de revenir et qu'il y a de plus en plus de parfums qui revendiquent des bienfaits sur le corps et l'esprit. Mais on est donc dans cette ère plutôt du sang bon et on peut se parfumer pour tout un tas de raisons, hein, en espérant séduire. Ça, je pense que c'est quand même très important. Pour marquer une appartenance à un groupe social, plus ou moins consciemment, on se parfume aussi pour ça. On peut se parfumer simplement pour le plaisir d'avoir une bonne odeur sous le nez, ou moi dans mon cas par exemple je me parfume aussi pour me souvenir, parce que les odeurs ancrent le souvenir et que associer un parfum à une journée ou à une période particulière, c'est aussi un moyen d'encapsuler les souvenirs de ce moment-là dans une odeur. Oui, tu utilises ce canal mémoriel, tu le dis dans le livre d'ailleurs, que quand tu vas découvrir un pays, tu peux très bien avoir l'idée de prendre un parfum pour cette période-là et cette période seulement, pour qu'à chaque fois que tu sentes ce parfum, tu te ravives, enfin tu fasses remonter des souvenirs plus facilement de cette façon, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, je voulais pas citer la Madeleine, mais on voit bien qu'une odeur peut effectivement faire remonter des tas de souvenirs et remonter beaucoup d'émotions aussi. Exactement, et c'est vraiment la grande particularité de notre mémoire olfactive, c'est que notre mémoire, quand elle s'applique à traiter les odeurs, elle va vraiment essayer d'engranger un maximum d'informations au-delà de l'odeur elle-même. Et ces informations, c'est des souvenirs plus ou moins précis, des sensations et des émotions. Et la Madeleine, effectivement, comme tu le dis, c'est l'exemple de ça par excellence. On voit qu'une odeur, en fait, elle peut faire remonter des choses beaucoup plus grandes qu'elle-même, en fait. Et moi, c'est ça qui me fascine. Quelle est la différence, là aussi, entre l'odeur, du corps féminin et du corps masculin? Alors, puisque les hormones jouent quand même un rôle assez déterminant dans l'odeur du corps, il existe des différences entre les odeurs du corps masculin et du corps féminin. Moi, je pense surtout aux odeurs de transpiration qui ont tendance à être un peu plus marquées chez les hommes. Mais tout ça, c'est quand même à nuancer. Je veux dire, il y a des exceptions partout. Pour moi, la seule vraie différence flagrante, c'est les odeurs intimes, en fait. Notamment avec les cycles hormonaux, avec les règles, qui font que on peut avoir des odeurs qui sont très différentes chez la femme, alors que chez l'homme, il y a une certaine constance. Il y a une certaine constance chez l'homme, enfin encore que j'ai jamais passé 28 jours dans le corps d'un homme, mais apparemment il y a une certaine constance. Chez les femmes, effectivement, en fonction du cycle hormonal, on peut avoir des variations qui sont assez importantes. Et c'est très intéressant d'ailleurs de sortir un peu de l'idée qu'il y a une odeur de sexe féminin, une odeur de sexe masculin. En vérité, il y a des grandes variations d'un individu à l'autre, évidemment, mais aussi des variations intra-individuelles, c'est-à-dire chez un même individu, en fonction du moment de la journée, du cycle, de l'état de santé, il peut y avoir des variations très importantes. Et chez les femmes, notamment pour parler de ce que je connais, d'un moment à l'autre du cycle, on peut avoir des odeurs très différentes, et on a vraiment, je pense, intérêt à se familiariser avec ça, à accepter et même à prendre avantage de cette richesse, parce que on peut aussi, par le biais de l'odeur, déceler des infections, des pathologies, etc. Et ça, malheureusement, on encourage rarement les filles à sentir leur entrejambe. On a même tendance à leur dire que c'est dégoûtant. Et en réalité, ça leur donne beaucoup de pouvoir, en fait, de pouvoir lire un peu leurs propres odeurs
Et c'est d'ailleurs tout le propos d'une initiative dont je parle dans mon bouquin qui s'appelle Olfactogynéco, dont le but est vraiment d'encourager, de détabouiser les odeurs du sexe féminin, d'encourager les femmes à se familiariser avec leurs odeurs intimes et de leur donner en fait une espèce de pouvoir sur leur santé. Oui, alors c'est... Et pour repérer effectivement d'éventuelles variations, changements qui mériteraient qu'on se penche dessus pour des raisons d'hygiène, mais c'est aussi parce qu'il s'agit d'accepter son odeur corporelle de la tête aux pieds. C'est vrai que, étant donné que ça nous concerne tous, oui, et que c'est naturel, autant pas s'embarrasser avec de la honte, quoi. Mais c'est difficile, hein, je reconnais que c'est difficile, et quand on vit dans un monde où on nous vend des lingettes intimes, des serviettes parfumées, là, à la pharmacie, il y a quelques jours, j'ai vu du parfum intime. Oui. Évidemment, en fait, que rien ne nous pousse à trouver nos odeurs, même pas agréables, mais en tout cas pas honteuses. Et moi, j'attends, comme je le dis, qu'on me propose aux mecs des parfums de bite, parce que franchement, là, éventuellement, on pourra se rendre compte de l'absurdité du truc. Oui, bien sûr. Et c'est encore quelque chose qui pèse sur les femmes. Oui, c'est beaucoup plus sur les femmes que... Alors, il y avait eu le même débat, d'ailleurs, à une époque sur l'épilation, où effectivement, si on remonte 30 ou 40 ans en arrière, on avait certaines publications qui nous mettaient en alerte en disant, vous voyez, maintenant, on est en train de nous implanter l'idée que le poil, c'est sale. Voilà, poil égale saleté. Et donc, alors, notamment, il peut y avoir aussi les odeurs, effectivement, qui sont mieux conservées, mieux maintenues avec la pilosité. Mais cette idée qui commençait par les jambes des femmes, encore une fois, c'était les femmes qui étaient visées en premier, hein, les hommes, le poil, c'était pas gênant, c'est en train d'évoluer, mais il y avait cette idée, vous verrez. Après, on va vous demander aussi d'enlever les poils aux aisselles, ce qui évidemment est survenu. Et maintenant, on en est à dire, alors la pilosité intime, effectivement, qui s'est rétrécie jusqu'à disparaître complètement dans certains cas. Et maintenant, ce sont les hommes aussi qui commencent à chasser le poil. Alors, pour est-ce que c'est saleté, est-ce que c'est âge, parce que le poil blanc est âgé, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a, là aussi, il y a une chasse qui est faite pour nous éloigner de la nature humaine et pour nous dire on est des êtres de pensée et des êtres parfaitement aseptisés. Je sais pas s'il y a vraiment une espèce d'idéologie derrière, sinon celle de l'argent, à vrai dire. C'est drivé par le commerce. Ouais, je pense que il y a pas vraiment à chercher beaucoup plus loin. Je pense que si ça rapportait de l'argent à des industriels, qu'on ait des poils et qu'on sente nos odeurs naturelles, on en aurait. Ouais. Oui. Est-ce que là aussi tu considères finalement, enfin, tout à l'heure tu disais que les hommes et les femmes sentaient, c'est difficile de dire l'odeur d'un homme, l'odeur d'une femme. Il y a quand même des constantes. On dit souvent l'odeur marine des femmes, voilà. On va dire l'odeur boisée, musquée, pour être gentil, des hommes. Ça, c'est par contre, c'est assez constant quand même. Ouais, c'est assez constant et voilà, avec la réserve qu'il existe derrière ces caricatures-là, une grande diversité de réalités, c'est plutôt juste. Bon, après, musqué, c'est un terme que j'entends souvent. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. C'est une manière, généralement, de dire un peu viril et musclé, voilà. Ouais, c'est pas très loin de muscle. Ouais, t'as raison, ça doit être ça. C'est peut-être pour ça, oui. Mais d'ailleurs, très souvent, on utilise des noms d'odeurs sans savoir vraiment ce qu'est cette odeur. Alors, bien sûr, la vanille, tout à l'heure, ça, oui, on sait, on peut prendre en plus un bâtonnet, voilà. Mais pour certaines odeurs, on sait pas vraiment, en fait. Parce qu'il y a plein d'odeurs qu'on n'a jamais senties, en fait. Tu parles de musc. Le musc, ça regroupe plein de réalités. Déjà, à la base, le musc, petite parenthèse sur le musc. Pas trop agréable, d'ailleurs. Non, c'est l'odeur des sécrets des glandes d'un petit chevrotin. Donc c'est une odeur très 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 animale qui nécessitait qu'on tue cette pauvre bête pour extraire cette espèce de pâte, et donc qui est interdite en parfumerie aujourd'hui. Et ce qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de musc en parfumerie, c'est une famille de molécules qui sent la lessive typiquement, donc qui est à l'opposé du spectre olfactif. Les muscs blancs, c'est des molécules lessivielles, enfin vraiment avec des odeurs de propre, des odeurs assez sourdes, qui sont généralement d'ailleurs très populaires, mais qui n'ont donc rien à voir avec le musc tel qu'il existait il y a encore un siècle dans nos parfums. D'ailleurs, alors c'est pas dans le vocabulaire, mais je fais un petit détour parce que ça m'a amusé dans le livre. Hein, je vous rappelle, Par le bout du nez, une histoire intime des odeurs chez Kalman Levy de Sarah Bouas. Ça m'a amusé de voir que finalement les parfumeurs, ou en tout cas ceux qui se destinent à être parfumeurs, peuvent aussi travailler avec leur imagination. On associe une odeur peut-être à quelque chose qui n'a rien à voir, simplement parce que c'est un souvenir. Ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant, effectivement. L'apprentissage des parfumeurs, donc pour réussir à mémoriser la centaine, voire le millier d'ingrédients différents avec lesquels ils vont être amenés à travailler. La méthode, elle consiste à découvrir à l'intérieur de soi-même ce à quoi chacune nous fait penser, spontanément.
Et une fois qu'on a identifié cette association spontanée, ben on va pouvoir s'en servir. Par exemple, se dire si je pense à une poupée Corolle, c'est que c'est de la vanille. D'accord. Et on passe par ce détour en fait autobiographique en quelque sorte pour réussir à mémoriser les odeurs. Donc pour la plupart des odeurs, on va avoir un souvenir ou bien ça peut être aussi une évocation. Moi, il y a une molécule qui s'appelle le dihydromyrcénol. Ça me fait penser à la couleur bleue. Je suspecte que c'est parce que ça me fait un peu penser à de l'Ajax, et donc je pense au bleu de l'Ajax. Mais bon, en tout cas, voilà, il faut découvrir derrière chaque odeur quelle est l'association spontanée qui va être faite, ou bien en créer une pour l'occasion. Et ensuite, quand on sent une odeur, c'est finalement par l'apparition de cette évocation qu'on va pouvoir remonter le fil et se dire donc c'est cette odeur-là. Donc ça aide la mémoire, c'est un support de mémoire. C'est un support de mémoire, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire même quand on n'est pas apprenti parfumeur dans la vie de tous les jours, mais il y a plein d'odeurs que je reconnais. Le cèdre, pour moi, c'est simplement parce que je pense à des copeaux de bois dans mon taille-crayon. C'est pas parce que je pense cèdre. Oui, c'est parce que il était pas en cèdre ton crayon de bois quand tu l'as taillé. Si, il y a quand même pas mal de crayons de bois qui sont faits avec du cèdre, ouais. C'est pas absurde. Mais ça peut être absurde. Mais ça peut être totalement absurde, complètement. Dans ton livre, tu cites une anecdote amusante. Parfois, on peut avoir des dissonances cognitives olfactives. En tout cas, pour revenir aux parfums, il y a quand même des parfums d'hommes et des parfums de femmes. C'est-à-dire qu'on va pas acheter un parfum. D'ailleurs, quand on va dans un rayon, il y a rayon homme, rayon femme. Voilà, on n'achète pas les parfums d'hommes quand on est une femme, et on n'achète pas des parfums de femmes quand on est un homme, même si on les aime. Alors, on devrait, en réalité. Enfin, en tout cas, on ne devrait pas se l'interdire. Déconstruisons le genre olfactif. Mais complètement, parce que l'industrie du parfum, encore elle, nous a mis dans le crâne qu'il existait des parfums pour hommes et des parfums pour femmes. C'est relativement récent, là encore, ça a moins d'un siècle, ces parfums pour hommes et parfums pour femmes. Mais ce sont des constructions. Il n'y a pas d'odeur masculine ou féminine par essence. Et d'ailleurs, quand on voyage un peu, on se rend compte que ce qu'on estime être une odeur féminine, elle pourra être perçue comme masculine ailleurs. L'exemple par excellence de ça, c'est la rose, qui est ici en France typiquement une odeur féminine, mais qui par exemple au Moyen-Orient est plébiscitée par les mecs. Et là-bas, c'est pas une transgression, c'est juste qu'ils ont l'habitude de ça, quoi. Donc c'est des constructions culturelles, mais pour autant, elles sont super puissantes. Et tant qu'on les a pas déconstruites, on a l'impression de faire un truc de ouf. Si on va au rayon des hommes chez Sephora, alors qu'on est une femme, en réalité, si vous mettez un parfum, si tu mets un parfum pour femme sur ta peau, tu vas pas te brûler et tout va bien se passer. Et effectivement, dans mon livre, je raconte cette anecdote que j'aime beaucoup. J'avais rencontré une sociologue qui m'avait interpellée parce qu'elle portait un parfum que je connais bien pour des raisons que vous découvrez en le lisant, qui est le Mâle de Jean-Paul Gaultier. Et le Mâle de Jean-Paul Gaultier, c'est un parfum qui a été et qui est encore un best-seller, donc qui est très présent dans l'espace public, et que, bon gré mal gré, on a tous un peu associé aux hommes en fait qui le portent. C'est un parfum masculin, et ça tombe un peu sous le sens, quoi. Et donc Sophie, cette sociologue, elle portait ce parfum avant tout parce qu'elle l'aimait, mais aussi parce qu'elle aimait bien justement l'effet de dissonance cognitive que ça pouvait provoquer chez les gens qu'elle rencontrait, parce que c'est une femme et en même temps elle a une odeur de mec. Et je trouve ça vachement intéressant parce que finalement ça montre que il existe des normes olfactives et que même quand on s'en fout, même quand on s'y intéresse pas, même quand on n'y a jamais réfléchi, c'est des normes olfactives qui opèrent sur nous et qui vont faire qu'une femme qui porte un parfum d'homme, on tique. Même si, encore une fois, on n'a aucune connaissance ni du parfum, ni de la femme, et puis que de toute façon, on s'en fiche, c'est à l'œuvre, en fait. Ces constructions, elles sont à l'œuvre. Ça va être repéré, même si on ne sait pas pourquoi. Mais est-ce que du coup, ça prête pas des vertus, j'allais dire vertus viriles, évidemment, parce que je pensais à l'entreprise, où on valorise le comportement masculin, qui serait fort, robuste, solide. Évidemment, on sait tous que c'est faux, mais est-ce que c'est pas pour obtenir ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un but de manipulation ou de stratégie qui peut être utilisé par certains ou certaines? Oui, c'est tout à fait possible, effectivement, dans la mesure où une odeur va charrier tout son petit lot d'évocations dans la tête de ceux qui la respirent. On peut imaginer qu'une femme qui porte un parfum un peu couillu, elle l'espère aussi, et peut-être que ça marchera. Dégager une aura de puissance, oui, en fait, effectivement, on peut imaginer un peu comme des épaulettes olfactives, quoi. Oui. Ouais. Oui, ça peut inspirer des jeux érotiques, justement, où on prend un parfum d'homme si on est une femme, un parfum de femme si on est un homme, pour voir un petit peu ce qui se passe.
Est-ce que ça provoque des choses chez l'autre, le fait d'avoir fait cette dissonance olfactive? Je vous invite à essayer chez vous de prendre le parfum de votre mec ou de votre nana pour voir ce que ça fait. Tu me diras si t'as des retours. On va voir comment ça marche. Ouais. Alors, outre cette anecdote, alors si tu m'as beaucoup amusé avec l'odeur du carambar. Je repense à cette odeur de carambar. Pour toi, ton odeur intime, en tout cas, t'as évoqué le carambar. Mais là, c'était la vraie odeur du carambar. C'était pas un chemin absurde pour te faire penser au carambar. Non, vraiment. Mais j'ai ce souvenir très net. Quand j'ai eu mes règles, enfin quand j'ai commencé à avoir mes règles, effectivement. Je trouvais que ça sentait hyper bon, quoi. Et j'ai jamais trouvé de métaphore plus proche que l'odeur d'un carambar au caramel, quoi. Une odeur un peu laiteuse, un peu sucrée, assez chaude, super agréable. Oui. Et c'est pour ça, justement, tu vois, on parlait de serviettes parfumées tout à l'heure, c'est pour ça que moi, ça m'a révolté quand je me suis rendu compte que on proposait des serviettes. Alors, bien sûr, j'imagine que toutes les femmes n'ont pas la même odeur que moi. Que certaines peut-être la jugent plus ou moins agréable et peuvent plus ou moins avoir besoin de serviettes parfumées, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une espèce d'injonction à se parfumer à cet endroit-là avant même peut-être qu'on se pose la question de mais qu'est-ce que je pense vraiment de cette odeur, quoi. Et voilà, moi mon petit carambar, je l'aime bien, quoi. Mais on n'a pas le choix. Il n'y a pas de serviettes qui sont pas parfumées. Si, il existe des serviettes qui sont pas parfumées. Ça existe, d'accord. Est-ce que d'après toi, il y a des odeurs qui éteignent le désir sexuel? Alors encore une fois, tu vois, ça va dépendre de chacun, comme toujours. Hein. C'est-à-dire que une odeur qui va avoir été associée à un contexte négatif pour soi, même si l'autre la trouve délicieuse, ça peut faire office ça peut casser l'ambiance. Pour moi, je pense que une odeur, par exemple, très forte, un parfum trop fort, ça pourrait un peu me couper mon envie, parce que je trouve que quand on n'a pas accès en fait à cette vérité qui est l'odeur de l'autre, cette mise à nu qui est l'odeur de l'autre, en tout cas dans ces moments-là, il peut pas vraiment y avoir de désir authentique. Il faut un déshabillage olfactif. Je trouve que cet accès à l'odeur de l'autre, pour moi, c'est un peu une condition du désir. Et je pense pas être la seule concernée. En parlant aussi des odeurs, on parle souvent de l'odeur des bébés. C'est quoi l'odeur des bébés? C'est la plus délicieuse du monde. Et a fortiori quand c'est notre bébé à nous, parce que j'ai reniflé aussi des bébés qui n'étaient pas les miens, ça sent bon, mais pas aussi pareil. Bon que les miens. Cette odeur de bébé, comment la définir? Là encore, tu vois, ça va dépendre un petit peu de l'environnement dans lequel ils ont baigné. Moi, j'ai trouvé que ma fille aînée, elle avait une nette odeur de brioche. Et c'est un truc que beaucoup de femmes m'ont dit. Enfin, ce qualificatif est revenu. Pain chaud, brioche, donc des odeurs comme ça, un peu levurées, un peu vanillées, chaudes. Enfin, c'est absolument délicieux, quoi. Alors, ça expliquerait peut-être pourquoi, je me souviens d'une étude où on avait découvert qu'effectivement, en IRM fonctionnel, la zone du cerveau qui s'activait quand on respirait l'odeur de son bébé était très proche d'une zone de satisfaction gustative quand on mange. Ah ouais? Ouais, donc cette idée de dévorer les bébés, d'avoir envie de les manger, de les dévorer de baiser, c'était vraiment une proximité, voilà, dans le cerveau de ces zones d'appétit. Et donc, alors en plus, là, si tu parles de brioche, évidemment que ça donne encore plus envie de croquer le bébé. En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai eu très envie de bouffer mes filles, et ça m'arrive encore, mais parce que aussi, enfin, je sais pas quoi faire d'autre de tout cet amour. En fait, il y a un moment où la seule solution, en fait, c'est de les bouffer. Oui. Et justement, quand on a envie de manger son bébé parce qu'on l'aime, ou éventuellement peut-être d'ailleurs son partenaire parce qu'on a un moment le désir tellement fort qu'on a envie de le manger. Le seul moyen de faire ça, qui soit indolore et compatible avec les lois en vigueur dans notre pays, c'est de le renifler, en fait. Parce que quand on renifle quelqu'un, on incorpore littéralement des molécules qui s'échappent de cette personne, et ça nous permet, d'une manière peut-être un peu imparfaite, mais quand même bien efficace, de manger l'autre. Ouais. Oui. On a ça dans la sexualité orale, la sexualité orale qui approche effectivement du gustatif, de l'olfactif et de la dévoration de la personne qu'on aime ou dont on a envie, parce qu'il n'y a pas forcément d'amour, mais en tout cas il peut y avoir simplement l'envie, quoi. Est-ce que là aussi ça t'a surpris en période Covid? On a beaucoup parlé des anosmies cette fois-ci. Est-ce que ça t'a surpris finalement cet intérêt subit pour l'olfaction? Ça m'a réjoui. Je veux dire, puisqu'il fallait trouver des raisons de se réjouir, ça en a été une formidable. Non, c'est génial. Moi qui avais toujours eu un métier dont tout le monde se fichait, tout d'un coup, je me suis quand même mise à pouvoir échanger là-dessus avec des gens en dehors de mon milieu professionnel. C'était un peu la manière forte, parce que passer par l'anosmie pour se rendre compte de l'importance de l'odorat, malheureusement, c'est très efficace, mais c'est dommage d'en arriver là.
Le fait est que d'avoir vécu des anosmies ou que les gens aient vécu eux-mêmes l'anosmie ou qu'ils aient été avec des proches qui l'avaient vécu, ça a quand même permis de se rendre compte que l'odorat était quand même un sens absolument central dans nos vies et que quand on l'avait plus, on était vraiment super démunis. Et par démunis, je veux même dire dépressif, parce qu'il y a une proportion importante d'anosmiques qui deviennent dépressifs. Exactement. Tu perds le plaisir de manger, le plaisir de respirer, évidemment. Tu te retrouves aussi dans une insécurité perpétuelle parce que tu es beaucoup plus exposé aux accidents domestiques et aux intoxications alimentaires. À terme, ça peut provoquer des troubles de la mémoire aussi, l'anosmie. Et puisqu'on parle de sexualité là entre nous aujourd'hui, ça a aussi des répercussions considérables sur notre rapport à l'autre, parce que une des premières choses, c'est qu'on se met à avoir peur de puer, puisqu'on n'est plus en contact avec nos propres odeurs. Donc ça met dans une insécurité qui est quand même pas hyper compatible avec le désir. Et puis on sent plus les odeurs de l'autre. Et tout ça combiné, ça conduit mécaniquement à une baisse de la libido, des rapports moins satisfaisants, et puis une difficulté en fait à se sentir en sécurité avec l'autre. Et ça, c'est dur. Oui. La sexualité permet de révéler un petit peu à quel point l'anosmie, c'est vraiment un handicap invisible, mais qui est dévastateur. Oui, on sait très bien que l'anosmie, alors même avant le Covid, on le disait, que l'anosmie entraîne des dépressions, et effectivement, on voit la vie en noir et blanc. Voilà, on perd les couleurs d'un seul coup, donc effectivement, ça perd de la saillance sensorielle, et effectivement, très souvent, souffre d'une perte, même parfois totale, de libido quand on perd l'odorat. Donc, on voit que à quel point ça joue un rôle dans le désir qu'on a et notre appétit de vivre. Donc ça t'a à la fois réjoui de voir cet éveil et déçu quand tu as vu que le soufflet retombait. Oui, parce qu'effectivement, pendant les quelques mois où l'anosmie a été un peu au centre de pas mal de discussions, effectivement, ça paraissait évident que l'odorat était un sens incroyable. D'ailleurs, c'était assez touchant. Moi, il y a des gens qui m'ont dit maintenant que j'ai retrouvé l'odorat, j'oublierai plus jamais de l'apprécier, etc. Et ça, c'est super. Mais le fait est que là, 5 ans plus tard, l'odorat est redevenu ce sujet un peu de seconde zone. Même si, ça évolue un petit peu. Je trouve que quand même, il y a du progrès. Je rencontre un peu moins l'indifférence des gens quand je parle de ce que je fais. Y compris les hommes, parce que c'est très drôle, tu dis à quel point quand on parle d'odeur, en tout cas tu cites un parfumeur, quand on parle d'odeur, c'est une affaire de femme. Ah ouais, mais c'est un truc de gonzesse, les odeurs, ouais. Mais alors, parce que je crois vraiment, et je le dis dans mon bouquin, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... les hommes sont pas très à l'aise avec l'idée de se faire pénétrer par des trucs qui viennent les chatouiller dans leurs souvenirs, déclencher des émotions, qui viennent en fait les déstabiliser et révéler une certaine porosité. Parce que je crois que c'est vraiment un truc typiquement masculin que de se fantasmer comme une espèce d'entité inviolable, qui est complètement en contrôle, qui est séparée du monde. Alors que peut-être c'est plus féminin de savoir que en fait tout ça c'est faux en fait. On est poreux, on est traversé sans arrêt par le monde qui nous entoure à la fois métaphoriquement et puis physiquement. Et le fait de respirer, ça nous renvoie perpétuellement à ça. Les odeurs, elles nous renvoient à au fait qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre moi et l'autre. Voilà, donc effectivement, les hommes ont tendance à moins s'intéresser, je dirais, spontanément au sujet des odeurs, même si là aussi c'est un peu en train de changer, tu vois, dans la sphère des amateurs de parfums, il y a autant de mecs que de femmes, et il y a des mecs qui sont vraiment fous de parfums, et ça n'entame pas leur virilité, et d'ailleurs ça aussi, dans d'autres cultures, c'est tout à fait possible d'être super viril et passionné de parfums. Il y a une exception quand même, tu cites l'énologie où là, on accepte que les mecs parlent d'odeur. Ah non seulement on accepte, mais les femmes sont priées de rester hors du chai. Ouais, alors pour le coup, le vin est un domaine assez macho pour le coup. Les choses sont un peu en train de bouger, mais pendant très longtemps, ça a été un domaine quasiment interdit aux femmes, quoi. Alors je sais pas pourquoi, je trouve ça marrant en tout cas qu'il y ait cette distinction entre d'un côté le parfum qui serait un truc de fille et le vin qui serait un truc de mec. En réalité, c'est un peu la même chose. On se fait pénétrer par des molécules odorantes dans un liquide alcoolique d'ailleurs. L'orifice change. Oui. Et puis, il y en a un qui permet une ivresse quand même un peu plus palpable que l'autre, disons. C'est sûr. Alors, c'est vrai aussi que cette idée d'odeur liée au goût, c'est quelque chose qui n'est pas familier pour les gens. Tu peux nous expliquer en quoi le goût et l'odeur sont liés ?
Eh ben, très simplement, je vais vous proposer une expérience. Tu vois, j'ai une tasse de café devant moi. Si je me bouche le nez avant d'avaler une gorgée, je bois de la flotte. On estime que à peu près 80% de ce qu'on appelle par abus de langage le goût, c'est en réalité une affaire d'odorat. Et ça, les enfants, ils le savent. Quand tu veux donner une cuillère de sirop à ton enfant et qu'il a pas envie de la prendre, tu lui dis bouge-toi le nez. Oui. C'est bien qu'on sait que quand on a le nez bouché, on se coupe quand même d'une grosse part des informations qu'on reçoit quand on déguste quelque chose. Donc, c'est aussi quelque chose que les anosmiques découvrent quand t'as le Covid et que tu perds le goût, tout d'un coup, en fait, ton café c'est de la flotte, tout ce que tu manges c'est du carton. Voilà, donc l'odorat, sans odorat, il n'y a point de dégustation complète, comme disait notre ami Bria Savarin. Comme tu le disais aussi, on peut pas se fermer. Alors, bien sûr, on peut se boucher le nez, mais si on est dans les transports en commun, on peut mettre des oreillettes pour ne plus entendre. On peut fermer les yeux ou regarder son livre ou son smartphone. Le nez, on va pas se balader en public avec une pince à linge ou en se bouchant le nez, donc on est forcément effectivement envahi des odeurs. Le sentir, c'est le corollaire de respirer, donc c'est presque le corollaire de vivre en fait. Et c'est pour ça que certains philosophes, comme Kant par exemple, estimaient que l'odorat c'était un sens qui était contraire à notre liberté. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'autre choix que de sentir, en fait. À partir du moment où on veut vivre, on est obligé d'en passer par là et d'accepter cette espèce d'interférence perpétuelle du monde des odeurs avec non seulement avec nous, mais aussi avec notre identité. Il y a cette espèce de brassage permanent, en fait, de notre monde émotionnel, de nos jugements, de nos opinions, de nos comportements, qui est opéré par les odeurs. Et ça, je comprends que ça puisse être, justement, pour les gens qui se rêvent comme des entités séparées du reste, que ça puisse être une pilule un peu difficile à avaler. Mais les choses sont comme ça, donc autant faire avec. Oui, c'est d'ailleurs un indice important quand quelqu'un a vraiment des gros blocages sur les odeurs. Ça traduit souvent des difficultés sexuelles parce qu'il y a un problème d'incarnation et de refus effectivement de notre corps et du fait qu'on est aussi un instrument effectivement physique et non pas un pur esprit. Donc voilà, on est physique quoi. Un dernier point quand même sur cette idée de neutralité olfactive, le fait qu'on ne sent pas sa propre odeur. Au bout d'un moment, en tout cas. Ouais. De même qu'on sent pas, tu le dis très bien, sauf quand on rentre de voyage, l'odeur de son appartement ou de chez soi ou de chez ses parents, si on n'y a pas été depuis longtemps, quand on y va, voilà, on reconnaît instantanément l'odeur, bien sûr, mais cette idée de neutralité olfactive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que, comme on l'a dit tout à l'heure, notre odorat, c'est un sens qui est lié à notre survie. Donc notre odorat, en fait, son rôle au quotidien, c'est de détecter les odeurs nouvelles dans notre environnement et de déterminer le plus vite possible si elles représentent un quelconque danger ou s'il faut qu'on adapte notre comportement en raison de cette odeur. Donc en fait, notre odorat, une fois qu'une odeur est stable dans notre environnement et qu'il a compris qu'elle représentait pas un danger, il a tendance à l'évacuer, à la faire passer au second plan. C'est-à-dire que même si les molécules odorantes, elles continuent de rentrer à l'intérieur de nous, notre cerveau, il arrête de les traiter. L'exemple que je donne, c'est vraiment typiquement le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Au bout d'un moment, tu l'oublies, et heureusement, parce qu'en fait, sinon tu deviendrais fou. Bon, là, en l'occurrence, l'odorat, les odeurs habituelles dans notre environnement, il les passe sous silence pour conserver sa bande passante, en fait, pour rester alerte pour les odeurs nouvelles. Et c'est ça qui explique que l'odeur de chez nous, on la sent pas, que notre propre odeur, sauf quand il y a une variation, typiquement, on a fait un petit sprint pour prendre le métro, on a un coup de chaud, on transpire, peut-être que là, on va se dire, tiens, je sens, mais sinon, notre odeur, elle nous est, on est aveugle à notre propre odeur, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant, même d'un point de vue un peu métaphorique, parce que finalement, on est toujours un peu aveugle à ce qu'on est, nous. Même nos opinions, notre manière de voir le monde, on est bien les seuls à pas se rendre compte qu'on les a et qu'elles agissent comme un prisme en fait entre nous et le monde. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles si vous portez un parfum depuis très longtemps, il est fort possible que vous le sentez plus ou quasiment plus et que vous allez peut-être avoir la tentation d'en mettre encore plus pour retrouver cette odeur. Mais c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de faire une pause avec ce parfum, d'en porter un autre et d'attendre justement que votre cerveau il se remette à traiter cette odeur comme nouvelle. Et ben voilà, Sarah Bouas, Par le bout du nez, une histoire intime des odeurs. Alors vous verrez que dans le livre, comme on l'a fait un peu aujourd'hui, même si on s'est centré un petit peu sur la sexualité, mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller ailleurs parce que le livre, c'est une formidable promenade
dans l'olfaction et dans le monde des odeurs. Alors en plus, Sarah, tu mets de toi dedans puisque tu n'hésites pas à raconter ton histoire, tes goûts. J'ai dit histoire intime. Ah oui, là pour le coup, on n'est pas trompé par le sous-titre. C'est bien une histoire intime des odeurs. Donc vraiment, c'est savoureux et franchement, il y a une foultitude d'anecdotes qui vont évoquer des choses de l'école à la famille, aux parents, aux amis, bref, à la vie en général. Donc c'est vraiment un ouvrage, en tout cas que moi j'ai adoré, que je vais garder précieusement et que je vous invite à lire. Un dernier mot quand même sur une initiative aussi que tu as lancée ou à laquelle tu participes, d'éducation. Alors je sais pas comment appeler éducation olfactive, ouverture aux odeurs pour les enfants. Oui, et merci beaucoup d'en parler. D'éveil olfactif, ouais. Je suis membre d'une association qui s'appelle Nez en Herbe, qui promeut l'éveil olfactif en milieu scolaire. Ouais. Et qui donc propose des ateliers en fait à des enfants de tous âges pour éveiller leur nez. Alors tu vois, c'est marrant, tu t'interrogeais sur le bon terme à employer. Éducation, moi je trouve que ça donne l'impression qu'on va inculquer des connaissances. Or justement, à mon sens, l'odorat, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en route, mais ensuite qu'il faut laisser. Il faut se laisser guider. Après, il faut se laisser mener par le bout du nez. C'est-à-dire, il y a une curiosité qui se met en place, je crois, assez naturellement, assez facilement chez les enfants, surtout quand elle est pas découragée, voire encouragée. Et ça peut considérablement enrichir le rapport au monde des enfants et d'ailleurs des plus grands aussi. Et puis bon, ça a tout un tas de vertus. Hein. Ça favorise les apprentissages, c'est bon pour le développement du cerveau. Indirectement, ça participe aussi à faire des enfants qui sont tolérants, qui sont ouverts aux autres. Par l'odorat, on peut vraiment créer des citoyens intelligents, tolérants et heureux. Voilà. Donc, je m'engage pour cette association. Et récemment, avec les éditions Nez, on a publié un manuel d'éveil olfactif pour petits et grands, qui justement permet à quiconque de s'approprier les ateliers que nous, avec l'association, on proposait à l'école. Ça ne demande pas de matériel particulier. Non, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faisables avec des trucs qu'on a chez soi. Oui. Bah, il y a notamment une activité qui consiste à prendre conscience de l'importance du nez dans la dégustation. Ah oui. Donc là, il suffit d'avoir 2 doigts et un truc à manger. Mais il y a plein d'activités qui sont accessibles et tout est très bien expliqué. On a vraiment essayé de faire un livre qui ressemble presque à un bouquin de cuisine. Donc tout est vraiment détaillé, expliqué. Et puis, il y a aussi beaucoup de textes qui permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Pourquoi est-ce que l'éveil olfactif a tant à nous apporter. Et voilà, je le recommande chaudement, évidemment. C'est paru aux éditions Nez en octobre dernier. Manuel d'éveil olfactif. Pour petits et grands. Petits et grands, d'accord. On n'oublie pas les grands aussi. Bah non, parce qu'en fait, à tout âge, effectivement, les enfants gagnent beaucoup à être éveillés à l'odorat. Mais en réalité, quand on voit que beaucoup d'adultes, en fait, aujourd'hui aussi, sont finalement assez déconnectés de leur propre nez et ils ont beaucoup à y gagner aussi. Et il est jamais trop tard pour s'y mettre. Donc, allez-y. Et la revue Nez, donc, qui paraît 2 fois par an, ça, on la trouve dans les librairies ou par abonnement. C'est plus simple aussi sur dans abonnement, certaines j'imagine. bonnes librairies, sur abonnement, et puis sur le site nelarevue.com. Ouais. D'autres ressources pour ceux qui s'intéressent au monde des odeurs ou des parfums à recommander ou à conseiller? Ouais, il existe pas mal de bons livres. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Sentir de Irach Gurden, qui est un très bon livre pour comprendre les mécanismes de l'odorat. Illustré par Camille Wimbel, d'ailleurs, qui est une très bonne journaliste scientifique. Il me semble que c'est elle qui a illustré Sentir. Ah, ok, d'accord, je savais pas. Les bouquins d'Annick Le Guerrer, qui est une pionnière des travaux de recherche sur l'odorat, qui est philosophe, anthropologue et historienne. Et puis non, mais la revue Nez, c'est un très bon conseil parce que c'est une revue qui est facile et agréable à lire et qui fourmille de sujets passionnants. Et qui sent bon. Et qui sent bon. Merci Sarah. Merci Damien.